Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, bonjour, nous voilà de retour après un festival de Cannes passionnant, au palmarès inégal, mais on n'y revient pas. Nous voilà de retour avec les deux films de la semaine. On va vous parler donc de Trois visages de Jafar Panahi et de Volontaire, le film d'Hélène Filière. Et puis nous allons vous donner, comme d'habitude, quelques conseils pour votre week-end. Nous, c'est Samuel Douer et moi. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Et ben nous voilà donc bien rentrés de Cannes, reposés, tout ça. Reposer, oui, quand même. On était un peu crevés, c'est vrai, enfin, on va pas se plaindre, parce qu'on a vu quand même de très très beaux films, dont donc le film de Jafar Panahi, le cinéaste iranien, qui n'a pas pu être là à Cannes parce que retenu... Oui, il est interdit de sortie du territoire. Parce que surtout que je pense qu'il aurait le droit de sortir, mais je suis pas sûr qu'il aurait le droit de rentrer. Après, donc il préfère évidemment rester là. Et c'est un peu de ça que parle Trois visages. Alors d'abord, un extrait de la bande-annonce. زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانواده‌ام می‌بینن، فیلم‌های شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میدادن. برام راهی نمونده بود دیگه. ببخشید شما مرضیه میشناسی؟ Bir de kız vardı ki danışgahta kabul olup onu diyorum. Ya sen gelmişsen öz müştüründen ödün, bir tane öz başına kızdan ödün gelmişsen. Biz de değilik be gelmişsen kendi müştürü. Geçsin baba. Gedin evimize. Yok baba, bunlar şimdi yerim benimle. Şunlar okumayacaklar. Artık açılsın. سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون برنگشت. هوای دانشگاه چه زد به سرش. میدونستم آخر عاقبت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم، شاید دانشگاه یادش. سه روز ازش خبر ندارن یعنی مرده؟ Ya Bir tane bu vur. ne? Bir tane bu vur. Bu vurur. Alors, ce Trois visages qui a été primé à Cannes. Prix du scénario. C'est peut-être pas le prix qu'on attendait le plus, parce que tu sais que le scénario est intéressant, mais il semble presque évoluer au fur et à mesure des circonstances. Donc, c'est pas un scénario en béton, comme on dit. Non, je pense qu'il y avait d'avoir une trame narrative assez lâche, et après, en fonction du tournage, il a dû arranger au fur et à mesure, quoi, clairement. Quoi. Et ça, c'est le jury, quand il a des films à placer, il les place un peu... C'est un peu le jeu de Bonneto, quoi. Donc, Jafar Panahi, ben, on le connaît, parce que c'est un cinéaste que l'on suit. Moi, ce qui m'a frappé ici, dans ce film, donc, en gros, c'est l'histoire d'un appel au secours d'une jeune comédienne que reçoit une actrice célèbre là-bas pour des séries télé. Et elle vient trouver Jafar Panahi, le cinéaste, et tous deux partent à la recherche de cette jeune fille dont on ne sait pas si elle s'est tuée ou pas. La vidéo qu'elle a envoyée est très ambiguë, donc en fait l'actrice professionnelle est très bouleversée, et elle veut savoir ce qui est arrivé à cette jeune collègue. Et donc les voilà partis dans un long trajet en voiture pour aller dans un village au fin fond des montagnes. Où elle est reconnue, d'ailleurs. Parce qu'apparemment, c'est une méga star. Oui. Donc, il joue son propre rôle. Hein. C'est ça qui est assez troublant dans le film. Ce qui est assez courant dans le cinéma iranien, c'est ce que faisait beaucoup Kiarostami. Voilà, ce que j'allais te dire. C'est un film hommage à Kiarostami, qui était le grand maître de Jafar Panahi, dont il a été l'assistant. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de la voiture comme mini-studio de tournage ambulant. Il y a ce mélange de fiction et de réalité, ce contact avec la population. Et on joue beaucoup là-dessus. C'est la force du film, d'ailleurs. C'est qu'on met un moment avant de se demander si c'est vraiment une fiction ou pas, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un hommage à Kiarostami. Kiarostami, on sait qu'il a eu la Palme d'Or pour le goût de la cerise. Et il y avait aussi ce périple en voiture, et il reprend ça. Mais la voiture, il avait fait un précédent film, Jafar Panahi, qui s'appelait Taxi Téhéran. Déjà, c'était un des films, parce qu'il est interdit de tourner. On a dit qu'il était interdit de sortie, il est surtout interdit de tourner. Et Taxi Téhéran, en fait, il s'était métamorphosé en taxi ou en pseudo-taxi le temps d'un film. Et en gros,
voilà, il a réussi à tourner un film comme ça. Donc là, je pense le fait d'être allé au fin fond de la montagne, ça lui permet d'aérer un peu le cinéma. Je pense que les contrôles sont un peu moins tatillons. Oui, aussi. C'est vraiment paumé hein, où ils vont. Et ça lui a permis de faire un film, en tout cas, plus ambitieux sur le plan narratif que l'était Taxi Péron. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour inciter les gens à y aller? Parce que comme ça, évidemment, une voiture perdue qui zigzague un peu dans le désert, enfin pas le désert, mais dans le fin fond de la montagne, c'est pas forcément alléchant. Or, c'est très beau. C'est très beau. Il y a un vrai suspense quand même. Qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille? On met un moment avant de découvrir ce qui s'est passé. Et puis, il y a quand même cette manière de parler de l'Iran d'aujourd'hui, de la société iranienne et de la condition féminine d'une manière pas du tout didactique. C'est uniquement à travers les dialogues, les rencontres que font Panahi et cette actrice avec les gens du village que l'on comprend plein de choses sur ce qui se passe là-bas, sur la pression qui pèse sur les femmes. Et on comprend bien qu'elle ne date pas d'hier non plus, puisqu'on a un des très beaux personnages qu'on ne verra jamais, mais dont on parle beaucoup, qui est un personnage de chanteuse qui, elle, exerçait du temps du Shah d'Iran, et qui donc, elle, par la révolution islamique, elle a été privée de son travail. Et c'est un peu le fantôme du film. On parle tout le temps d'elle. C'est un très beau personnage. C'est un très beau personnage qui donne lieu à une scène vraiment magnifique, que je ne dévoilerai pas. Et voilà, et donc il y a aussi pas mal d'humour, mais mine de rien, le sujet est quand même très très grave, puisqu'on démarre sur une espèce de tentative de suicide. On sait la situation dans laquelle vit Panahi aujourd'hui, qui est quand même pas marrante du tout. Et il y a quand même beaucoup d'énergie dans le film, un certain humour. Et dernier point pour anticiper, la première scène est quand même très forte. Et la dernière scène, un très long plan séquence qui est vraiment extraordinaire. Qui est magnifique. Et en même temps, pour finir, ça donne aussi une notion très précise des traditions de ce pays qui est encore coincé dans cette région qu'on traverse et qu'on découvre avec Panahi et l'actrice, dans des traditions presque infernal, quoi. Enfin, je veux dire, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors, il fait de l'humour avec ça. Il y a une fameuse histoire. Il y a un gag assez drôle sur le prépuce conservé dans du sel d'un personnage. Ça, c'est un gag formidable. Mais après, effectivement, on voit bien que parce que cette actrice qui vient et de la Parlement, elle est très connue. C'est une vraie star et les gens la reconnaissent. Ils sont super admiratifs d'elle. Et en même temps, dès qu'elle commence à faire vœu de montrer qu'elle est aussi un peu un non, ça, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même des limites. Et je trouve que sur l'Iran, ça dit vraiment beaucoup de choses et beaucoup de choses vraiment passionnantes. Voilà, donc c'est un film pour le jury il a de été Cannes. Bien inspiré. C'était peut-être pas forcément le meilleur prix. L'actrice qui s'appelle Jenaz Jaffari, je crois, oui. Benaz Jaffari, elle aurait pu mériter le prix. L'interprétation, oui, parce qu'elle porte le film. Jafar Panahi étant presque en retrait, étant le témoin de ce qu'elle découvre et de ce qu'elle subit. Et ben voilà, on vous parlait donc de 3 visages et j'espère que vous allez le voir. Deuxième film, très vite. Alors, ce film, c'est Volontaire, d'Hélène Filière. Avant de vous en parler, je vous propose de voir un extrait de l'interview d'Hélène Filière qu'elle nous a accordée, et en vous précisant que la suite, l'interview dans son intégralité, est évidemment visible sur Télérama.fr. On écoute Hélène Filière sur les raisons pour lesquelles elle a choisi ce scénario particulier. J'ai vu un documentaire sur une remise de bérets verts chez les fusiliers marins. Ça a été un déclic, je me suis intéressée, j'ai fait un travail d'investigation et j'ai rencontré des gens, des marins. Et vraiment là, ça s'est imposé comme une évidence parce que la marine, c'est quand même un des corps de l'armée le plus, pour moi, romanesque. Parce que ces marins, ils partent en mer, enfermés dans des bateaux pendant plusieurs mois. Il y a cette idée de l'aventure aussi. Qui a fait résonner chez moi la littérature qu'on a connue dans notre enfance, que ce soit, je sais pas, Le Vieil Homme et la Mer, Moby Dick, Conrad. Voilà, il y a une dimension mythologique presque du rapport à l'océan, à l'eau. Et c'est vrai qu'en rencontrant tous ces marins, j'ai été, j'avoue, assez séduite. Donnez-moi une chance. Vous allez vous mettre à pleurer. Je pleure jamais. C'est plutôt une bonne surprise. Plutôt une bonne surprise. Alors moi, j'avais des indulgences sur le premier film de réalisatrice d'Hélène Filière qui s'appelait Une histoire d'amour, qui était une reconstitution de l'affaire Edward Stern, ce banquier genevois adepte de pratiques sadomasochistes. Qui avait été très mal accueilli. Qui est très mal accueilli. Moi, j'avais quelques indulgences, mais j'étais un des rares. Et c'est vrai que là, j'étais un peu surpris de l'avoir tourné un film sur la Marine nationale, ou plutôt sur un récit d'initiation d'une jeune femme dans la Marine nationale. Et le film est assez séduisant et du point de vue de la mise en scène, et dans son récit d'apprentissage.
Et c'est une espèce de chronique sentimentale un peu inattendue, mais qui, je trouve, marche très bien dans le film. Oui, et je trouve que donc vraiment les deux personnages qui s'affrontent, c'est-à-dire cette jeune recrue qui est interprétée par Diane Rouxel, qui est vraiment très très bien, et son supérieur. Alors, ce qui est très marrant, c'est presque une situation de comédie, parce qu'il travaille dans un bureau séparé par une vitre, et donc c'est propice à un marivaudage. Et ce que je trouve très, très joli, c'est que cet officier, donc Lambert Wilson, quadragénaire, très... Quinca. Alors quinca, oui, quinca. Mais très rigide, très avec des sentiments très renfermés, etc. Et séduit par cette jeune fille, on comprendra à la fin qu'on ne révélera pas un peu pourquoi, d'une certaine façon. C'est assez joli ça, parce que c'est très ambigu, parce qu'on se demande si c'est vraiment un rapport... si c'est pas la fille qu'il aurait aimé avoir, si c'est plutôt un peu plus. Et ça, c'est très bien parce que c'est jamais dit, tout est suggéré. Et c'est notamment très bien suggéré par la mise en scène. Voilà, et ça, c'est très bien suggéré. Et lui, donc, est évidemment troublé. Elle aussi, mais ce qui est formidable, c'est qu'elle est encore plus troublée par le but à atteindre, c'est-à-dire de s'imposer dans ce milieu machiste quand même. Parce qu'elle vise quand même les fusiliers marins. On est quand même là, au niveau de la virilité, c'est le summum. Voilà. Et je trouve que ces deux parcours, lui, il y a une scène dans une voiture, par exemple, où il y a plein de choses qui sont suggérées et pas dites, où lui, on sent qu'ils sont tous les deux presque près de l'aveu, sentimentale, mais lui se retient et elle est quand même obsédée par le fait de réussir. Et c'est ce parcours que je trouve très, très fort et beau, quoi. Et très bien interprété par cette jeune comédienne qu'on avait vue dans des seconds rôles. Elle jouait dans La Tête Haute. C'était la petite copine de Rod Parado dans La Tête Haute. Et là, elle confirme vraiment. Là, elle porte le film sur ses frêles épaules, parce que elle n'a pas vraiment le physique. Mais elle n'a pas de physique. Mais elle est très, très crédible. Et c'est une espèce de volonté que l'on sent chez elle, sur cette jeune femme toute frêle qui arrive. Parce qu'elle s'impose tout le temps, enfin, vis-à-vis de sa famille. Sa mère est une actrice célèbre qu'interprète Josiane Balasco. Plutôt gauchiste. Et elle ne comprend pas pourquoi sa fille a choisi cette voie. Et elle continue, elle écarte absolument tout, même les hommes qu'il aime, pour aboutir à ça. Et je trouve que c'est un film qui est doucereusement, mais intelligemment féministe. Oui, et en plus, moi j'ai eu des critiques assez mitigées chez les confrères qui reprochent au film d'être une publicité militariste déguisée. Franchement... elle a envie d'y aller. Voilà. Moi, j'aurais pas trop envie, personnellement. Moi, avoir vécu un petit peu ces situations-là, je ne trouve pas vraiment que ça soit une publicité pour la marine. C'est vrai qu'elle utilise parfaitement, c'est l'architecture très particulière de l'école navale de Brest qui permet des scènes très belles. Mais ça, voilà, c'est une question d'architecture. C'est difficile de faire moche dans ce cadre-là. C'est pas pour ça que le film va défendre elle reflète l'ordre tel qu'il est, mais elle n'est pas fascinée par ça. L'héroïne l'est, mais la mise en scène, si j'ose dire, la réalisatrice, pas du tout. Et le parcours qu'elle doit emprunter pour accéder à réaliser son rêve ne donne franchement pas envie. Hein. Non. Mais enfin, voilà. Mais c'est un film vraiment une bonne petite surprise. Voilà. Alors c'est volontaire. Eh bien, on va passer à nos coups de cœur. Alors, premier coup de cœur, Samuel, c'est toi et c'est une star. Une star pas très connue, mais que j'espère va le devenir ou le redevenir, c'est Hedy Lamarr, donc actrice originaire autrichienne devenue américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle est le sujet d'un étonnant documentaire qui s'appelle Hedy Lamarr From Extase to Wi-Fi. Alors, je vais expliciter le titre un petit peu Extase, parce que c'est le film qui l'a fait connaître en Allemagne. C'est le premier... Enfin, d'abord en Allemagne, et puis ensuite aux États-Unis, c'est le premier film où une actrice était intégralement nue. Et par ailleurs, elle mimait l'orgasme dans une scène qui avait fait grand bruit à l'époque et fait scandale. Voilà, c'est le film qui l'a rendue célèbre, c'est le film qui lui a permis de partir à Hollywood, où elle a fait une carrière un peu mitigée, parce qu'elle n'a pas toujours eu les... Mais elle est surtout connue pour avoir été la Dalila de Samson et Dalila de Cécile B, c'est-à-dire billet de mille, comme disait Henri Janson. C'était son rôle le plus célèbre après. Alors, ce que le film révèle, alors, moi je ne savais pas du tout, c'est que par ailleurs à ses talents d'actrice, c'est
était une scientifique autodidacte assez pointue, puisqu'en gros, s'il y a du Wi-Fi aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et oui. C'est un peu... Je résume assez vite, mais il y a de ça. C'est-à-dire que le principe scientifique à la base du Wi-Fi, c'est elle qui l'a trouvé avec un de ses nombreux amoureux de l'époque, parce qu'elle a eu une vie sentimentale assez compliqué aussi, ce qu'on découvre dans le film. Et voilà. Et donc, le problème, c'est qu'elle a inventé ça pendant la Seconde Guerre mondiale à des fins patriotiques, parce qu'elle voulait défendre, elle voulait aider l'Amérique dans sa lutte contre l'Allemagne nazie. Et puis, son invention n'a pas été reconnue à sa juste valeur, lui a été piquée. L'invention a été beaucoup utilisée pendant la guerre du Vietnam. Et elle a évidemment touché aucun dollar là-dessus. Et on a reconnu son apport scientifique que très peu de temps avant sa mort. Voilà, et donc le film est un montage d'archives assez classique, mais quand même assez savoureux et assez étonnant, parce qu'on apprend plein de choses sur cette personnalité assez extraordinaire du cinéma. Elle est très belle. Elle était très belle. Elle ne manquait pas d'humour, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 interventions dans les talk-shows où elle a quand même, notamment Anne face à Woody Allen, ce qui est assez étonnant. Elle a un sens de la répartie assez incroyable, quoi. Donc, toutes les qualités. Voilà, et c'est vraiment une personnalité méconnue, quoi. Méconnue. Et le documentaire vraiment se regarde comme une fiction, tellement sa vie est riche. C'est très recommandé, hein, vraiment. Alors, moi, je vais vous parler d'un film qui va être diffusé sur Arte à 20h50 à peu près. Bon, c'est un classique, mais chaque fois qu'il passe, moi, je ne résiste pas à le recommander. C'est Adieu poulet de Pierre Gagné de Fer. D'abord, c'est un duo Lino Ventura, Patrick Devers. 2 flics, l'un débutant, l'autre aguerri, et dans une petite ville où règne la corruption, et à partir de là, il va y avoir des manipulations des uns des autres. C'est vraiment la bonne qualité France, des répliques formidables, la présence de 2 comédiens. On n'en fait plus des films comme ça, je veux dire, parce que peut-être les stars ont disparu de ce type-là, mais quel plaisir de voir ça tranquillement devant sa télé, un dimanche soir. On passe un moment incroyable, et jusqu'à la dernière réplique qui donne... D'ailleurs, le titre du film, Adieu poulet. Donc vraiment, c'est un... Ce qui est très drôle dans le film, c'est que, comme tu dis, c'est très écrit, et en même temps, Devers ne pouvait pas s'empêcher d'improviser, et il y a certaines scènes où il inventait des choses, et le Ventura le regarde, il y a à la fois l'agacement du personnage pour son jeune collègue, et l'agacement de Ventura, qui se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, et en même temps, d'admiration, parce que ça rend le film encore plus attachant. Bien entendu, ce qui n'était pas toujours le cas, ni pour Ventura, ni pour Devers. Donc, Adieu poulet sur Arte dimanche prochain. Deuxième coup de cœur, c'est un DVD. C'est un DVD, c'est un très beau coffret DVD. C'est 5 et la peau. C'est un film pas très connu, quasi invisible depuis plus de 30 ans. Et c'est le film de Pierre Rissian. Alors, on a un peu parlé de lui récemment, hélas, je dirais, parce qu'il nous a quittés. C'était un grand nom, une grande figure de l'ombre du cinéma français, attaché de presse, conseiller très influent des sélectionneurs du Festival de Cannes. Découvreur. C'est grâce à lui que l'on connaît Jane Campion, notamment. C'est en partie grâce à lui que Clint Eastwood a été réhabilité en France. Enfin, voilà, c'est une personnalité vraiment très importante du cinéma qui a fait 2 films avec des fortunes très diverses. Et ce film-là, il a eu une carrière très très courte en salle quand il est sorti en 1981. C'est un film assez étrange qui est une déambulation littéraire et un peu documentaire dans Manille. Et un peu érotique. Et un peu érotique aussi. En 1980, autour d'un personnage, d'un Français expatrié là-bas et ses relations avec plusieurs femmes dans Manille. Alors c'est un film très très littéraire, il y a des citations notamment de Pessoa. C'est un film tout en voix off, donc ça donne quelque chose d'assez hypnotique, assez envoûtant dans les meilleures parties. C'est inégal, hein. Je reconnais qu'il y a des passages un peu loupés, certaines scènes érotiques sont très bien, d'autres limite kitsch. Voilà, c'est un film un peu patchwork, mais avec vraiment des très très belles choses. Et voilà, je recommande le coffret parce qu'il y a l'avant-scène qui a mis le découpage intégral du film, ce qui vaut le coup parce qu'il y a quand même des très beaux dialogues, des très beaux textes dans le film. Et puis il y a les lettres qu'avait écrites Tavernier à Rissian à l'époque. Voilà, il y a des très très beaux accompagnements pour ce film qui est édité chez Carlotta Film. Et puis c'est une personnalité énorme, quoi, Rissian. Oui. Discrète, mais fondamentale dans le cinéma français. Bon, moi je vais finir par une reprise en salle. Là, on revient au glamour. Toi, c'était Eddie Lamar. Moi, c'est Marlène Dietrich et Gary Cooper dans
Cœur brûlé en français, Morocco, c'est le titre anglais. C'est un des premiers Sternberg en Amérique, avec Marlène et Gary Cooper. Ça se passe dans la Légion, c'est romantique. Il y a eu de la scène de fin où Marlène marche dans le sable avec ses talons, hauts puissants talons. Enfin bon, c'est absolument... On est dans l'esprit de la chanson de Piaf, hein, Mon beau légionnaire. C'est Mon beau légionnaire, mais c'est c'est cadré à la perfection, avec une sophistication extrême. Et ce qui est très intéressant aussi, particulièrement dans Cœur brûlé, c'est que les rôles sont inversés. C'est-à-dire que c'est Marlène presque qui est la guerrière, celle qui drague les hommes, et Gary Cooper est vraiment filmé comme une odalisque. C'est un légionnaire, mais qui est allongé comme ça, pratiquement avec une fleur à l'oreille, et qui se fait draguer par Marlène, qui est superbe, et tous les deux sont absolument magnifiques. Donc rien que pour ça, cette inversion des rôles, et puis la mise en scène de Sternberg, qui était un des plus grands formalistes de l'histoire du cinéma. Donc même si vous l'avez vu 2-3 fois, courez-y encore, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Surtout sur grand écran, c'est quand même... Surtout sur grand écran. Merci Samuel. Merci, je vous donne rendez-vous, j'espère, la semaine prochaine, où on parlera d'un film roumain qui s'appelle, au titre un petit peu difficile, mais il s'appelle Pororoca, mais on vous dira tout le bien qu'on en pense, de Constantin Popescu, et un film qui s'appelle Désobéissance, de Sébastien Lelio, qui est passé à Hollywood. C'est un réalisateur chilien. Qui vient d'avoir l'Oscar de meilleur film étranger pour le film Une femme fantastique. Fantastique. Et là, c'est son premier film hors du Chili. C'est un film tourné en Angleterre avec des actrices et des acteurs anglo-saxons. Voilà, donc on vous parlera de tout ça la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.